Pour ceux qui ne me connaissent pas, mes proches m'appellent Abou. Mais on me connaît aussi sous le pseudonyme d'Abou de Beng, artiste et producteur. Et depuis peu, Abou Kamara est le fou qui a pris la décision de rentrer dans la cage contre toute attente. Mais très peu savent pourquoi. Très peu me comprennent et très peu l'acceptent. Mais au final, qui me connaît? D'où on vient, on nous prépare dès le plus jeune âge. J'ai été initié et formé par des légendes. Raconter notre histoire, c'est mon combat. On est loin des entraînements de 2013 avec Black M et Vincent Parisi. Ok, Big Black M en personne, les yeux plus gros que le monde, avec mon gars Abou de Beng pour un entraînement intensif, les yeux plus gros que Vincent Parisi. Alors moi, je suis Diallo Alpha. Je suis plus connu sous le nom de Black M, artiste solo dans les années 2014, 15, 16, 17 jusqu'à aujourd'hui. J'ai été dans le groupe Section d'Assaut dans les années 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, c'est Barak Adama. Je faisais partie de la Section d'Assaut fut une époque, du label Watibé fut une époque. Aujourd'hui, j'ai monté mon label, H24. J'ai découvert le rap très jeune. C'est peut-être à travers mon père, directement, qui regardait beaucoup de clips à la télé. Je suis tombé sur, pas forcément le rap au début, mais des clips de Jackson et les Fugees, pour ceux qui connaissent. Pour les anciens qui connaissent, les Fugees. Le groupe de Lauryn Hill et de Wyclef Jean. C'est les premiers raps qui m'ont frappé à la tête. J'ai découvert le rap, j'étais au collège, j'étais en 6e. Et j'ai découvert le rap avec Doc Génico. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Il y a un pote à moi qui s'appelle Alioun. C'est lui qui me faisait écouter et j'ai découvert ça comme ça. Après, il y avait des mecs de mon quartier qui rappaient aussi. Neuf Bless, Lio Petrodollar, il rappait. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le monde du rap. Ça m'a fait un peu kiffer, tu vois. La rue Milton, c'est de là que démarrent beaucoup de choses, parce que c'est de là que se réunit la section d'assaut pour freestyler. 9e zone. 1. Okay. Direct de la terre du milieu, Harry. Ok, quand je dis section, vous criez tous d'assaut. Section. D'assaut. Section. D'assaut. Quand je dis section, vous criez tous d'assaut. Section. D'assaut. Section. C'est la rue, déjà c'était ma rue, c'est la rue là où j'ai grandi vraiment. Et ouais, on va dire que c'est là où tout a démarré, parce que c'était un peu le QG. Tu sais, le QG, souvent, c'était chez moi ou bien chez Mascar. C'est là où tous nos gars venaient. Et mes gars venaient un peu de partout, de la capitale. Ils venaient pas tous de notre quartier. Il y en a qui venaient du 18e, il y en a qui venaient du 3e, du 10e, il y en a qui venaient du Bois-l'Abbé. Ça venait d'un peu partout. L'état d'esprit de la section d'assaut, c'était être les numéros 1 dans tout Paris. Dans tout Paris, même dans toute la France. On a commencé petit à petit. Va faire tes lovés au lieu de faire ton lover. Évidemment que je préfère jouir que de voir une foule se lever. Bon, me dévisage pas, tu me fous le samari. Il faut de tout pour faire un monde, mais tout sert à rien. Bon. On voulait être les meilleurs de tout Paris Nord, après de tout Paris Sud, après l'Est, l'Ouest, après ça a fait effet boule de neige. Une fois qu'on a en fait c'était une conquête. Une fois qu'on a conquis tel endroit, après on voulait tel endroit, après tel. C'est Game of Thrones, section d'assaut.
On voulait toutes les terres. Ouais, ben, l'état d'esprit de la section d'assaut, c'est beaucoup de... Ouais, c'est la performance, c'est le dépassement de soi, c'est le fait que, si on était beaucoup, donc il y avait une concurrence entre nous. Harry, moi je connais le papier, les potes et tout le paquet. L'époque de tout paquet, Biggie qui s'attaquait. Harry, moi je connais le bitume, le beat et ses coutumes. Le shit et ses barrettes, tu galères pour qu'on t'en coupe une. Une concurrence très saine, hein. C'est-à-dire qu'on se donnait rendez-vous chaque samedi. Et chaque samedi, chacun devait envoyer un texte de la semaine, tu vois. Un texte ou deux ou trois, ça dépend, pour les plus actifs. Chauffe les compagnons. On blague pas. Quand je te dis que je m'appelle Leblanc, on va te rentrer dans notre laboratoire là où ça tape dur pour l'apogée. C'est pas de la gueule du monde. Et chacun va préparer la semaine son texte pour le samedi. Et on faisait des sessions de freestyle comme ça et chacun envoyait des nouveautés, tu vois. Le kickage, la performance, c'est un peu l'une des choses que la section d'assaut mettait en avant. C'était un peu ce qu'on aimait mettre en avant parce que on était bousillé de freestyle américain où les rappeurs ne rigolaient absolument pas, où ils se mettaient comme là face à la caméra. Trop de gens regardent ce monde avec un œil de verre. J'emmerde les cœurs de père qui disaient merde, y a plus de bière. Les toxicos parlent pas beaucoup à part pour dire y a de la galette. À Paname, le roi du deal, danse sur un matelas de barrette. Parfois, il n'y avait même pas d'instru. C'était juste montrer ton flow, tu vois. Comment tu débites, comment tu maîtrises le flow, comment tu rimes, comment ta gestuelle même parfois comptait. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelait la performance, nous, la section d'assaut. Par département, un kicker? Ouais. 91, Gros Dash, Shizzle. Dans 92, Salif. 93, on regardait Tandem. Kicker, dans 94. ROH2F Prime. Le 9-4, c'est la mafia qu'un free. Kicker dans le 9-5, je dirais l'inévitable Lino. Parce que quand même, ils ont eu le secteur A. Après, il y a eu Youssoupha, le lyriciste bantou. Hein. C'est un gros kicker. Lui aussi. Il nous a fait très mal. Ouais. La première fois qu'on entend un morceau de Youssoupha, je suis connecté sur mon ordinateur. Adama de la section, il est connecté sur son ordinateur de chez lui. Et on entend le morceau Éternel Recommencement. C'est pas un genre de gimmick où je m'esclave. Là, je m'exclame sans timnique. Alors c'est tes mimiques, je suis pas ton esclave. On s'appelle tous. T'as entendu le gars? Il est aussi fort, voire plus fort que le Fa. Parce qu'on les comparait les deux, parce qu'ils avaient à peu près la même écriture. T'as entendu comment il truc, machin, nanani, rebondit, non, c'est trop. J'ai entendu parler de la section d'assaut parce qu'ils ont commencé à me déranger. Tu sais, j'aime bien sortir cette phrase. C'est Sam ce qu'il disait dans une chanson, j'ai toujours aimé cette phrase. Il disait « Les rappeurs, ils s'écoutent pas entre eux, ils se surveillent ». Donc en fait, t'es fort jusqu'à ce que t'entendes quelqu'un qui est susceptible d'être plus fort que toi. Chaque fois que tu me demandes un service illégal, que tu mets ton vice en face du mien comme nos conditions de vie sont inégales. Tu connais mes galères, tu sais que l'argent me manque, même si je refuse ton salaire. Tôt ou tard, les tentations me manquent. Et à un moment, en section d'assaut, quand ils ont commencé à débarquer, comme beaucoup, j'ai découvert beaucoup avec... c'est parce qu'on... La tectonique, là. C'est la tectonique. C'est les mélodies qui viennent des quartiers négligés, section d'assaut, le renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on nique la tectonique. Je me suis dit, ah, ça, on a un problème. On a un problème. Celui qui dit la section d'assaut, c'est pas hip-hop, il connaît pas le hip-hop. Pour moi, c'est ça l'énergie hip-hop. Moi, j'aurais aimé être dans un crew comme ça. Peut-être ça m'aurait rendu meilleur rappeur encore. Je pense que je me défends pas mal. Mais me coltiner tous les jours des Black M, des Lefa, des Gims, des Adama, ah frère, ça m'aurait fait progresser encore plus. Bien entendu. Alors, le chairman, présentateur de l'émission We Hustle, l'émission qui rassemble et motive. Ce qui est fort chez la section, c'est qu'ils avaient de la lumière et ils l'ont déversée. Pour avoir conversé même avec Barak Adama, il me disait que pour eux, c'était très important de changer le game, le secouer, de ramener des gens qui savaient rapper. Parce que tu sais, d'un point de vue extérieur, moi qui viens de banlieue, on voyait plus ces rappeurs parisiens freestyler, etc. Tous passer en banlieue. Et là, ils sont venus, ils ont arraché le game et ils ont redistribué. Hé, l'Institut qui s'entraîne. Le Big Box. Alors je savais qu'il y avait une énergie derrière eux. C'est-à-dire qu'eux déjà, ils étaient massifs.
Mais je chantais bien quand tu regardais les clips, etc. Je me rappelle d'un clip en noir et blanc de Barakadama. Je sais plus comment s'appelait le morceau, mais je pétais un câble sur ce morceau. J'aimais trop, il y avait un visuel. Et ses potes rappaient à sa place. Mousseline est foncé, toujours net. Jamais fonce des, je lance des stories toujours fondées. On me dit AD atterri sur terre. Tout le monde vit sa vie, tout est voué à l'échec. Les habits propres un jour se salissent. La section, ils nous ont encouragés. Ils nous ont montré la voie, mais ils nous ont laissé sur le cul. Ils nous ont bluffés. Sincèrement, mon groupe, l'Institut, dedans, il y avait Jarod, Inso, John K, Le H, Dr Berries, DIMS, LAS. Mais chaque personne issue de l'Institut a toujours pris une tarte et a toujours été motivée par la section. Je suis né à Paris 15e. J'ai vécu toute ma vie, on va dire à peu près, dans Paris. Entre le 9e arrondissement, ce qu'on appelle les ghettos chics. C'était un endroit qui ne nous était pas prédestiné. C'est un quartier, on va dire, un peu bobo, où on a eu une arrivée de jeunes issus de l'immigration. Et de l'autre côté, Belleville, quartier beaucoup plus populaire, un quartier qui regroupe dans un quartier, à la station de métro Belleville, tu as 4 arrondissements. Tu as le 19e, le 20e, le 10e et le 11e. J'ai grandi dans un quartier qui était hybride. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il est classé parmi les quartiers les plus riches, mais dedans, il y avait peut-être les plus pauvres de Paname aussi. C'était hybride, c'est-à-dire que les pauvres qui étaient dans ce quartier, ils étaient pauvres. Tu vois, ils étaient dans des squats, ou ils étaient dans des chambres de bonne, ou ils étaient dans des petits appartements, où ils étaient entassés dans des familles entières, avec dans des petits 1 ou 2 pièces, tu vois. À Belleville, j'ai habité au 164 rue Saint-Maur, un immeuble totalement délabré. Mais j'ai aussi habité rue Robert-Houdin, qui est, on va dire, le quartier de l'Orient. C'est juste derrière la rue Saint-Maur. Et c'est là-bas un peu que j'ai fait mes armes. Et dans le 9e, j'habitais 13 rue Rodier. La rue Rodier qui se trouvait juste derrière la rue Milton. Cette fameuse rue Milton qui, au fil des années, va être très importante pour nous. Ensuite, ma première primaire était avenue Parmentier. Puis, quand mon père a déménagé dans le 9e et que ma mère était dans ces trucs un peu, quand ils m'ont récupéré, on va dire, de la DAS et tout, et qu'il y a eu cette séparation, je devais prendre le métro tous les matins pour aller à Anvers. Je faisais Belleville-Anvers en CE1. T'imagines un enfant de 7 piges avec un cartable qui est plus gros que sa tête, qui fait des va-et-vient sur la ligne 2 avec tous les crackers et tout de l'époque. Non, c'était la folie. J'ai été autonome un peu trop tôt, je crois, hein. Honnêtement. Je suis fils unique de mon père et de ma mère. Mais j'ai des frères et sœurs des deux côtés. J'ai un grand frère du côté de ma mère qui est décédé. Et j'ai une petite sœur. Et du côté de mon père, il a refait sa vie plusieurs fois. Un frère et que des sœurs du côté de mon père. Et j'ai été proche quand même de mes cousins, du côté de ma mère et du côté de mon père. Je m'appelle Kamara Safik, mais on m'appelle Chaf. Et je suis le cousin germain de Abou de Beng. Mon lien familial avec Abou, c'est mon cousin. Moi, je m'appelle Kamara Abou. Lui aussi, il s'appelle Kamara Abou. Un jour, j'étais chez moi, tout petit, et il est venu avec son père, donc mon oncle, et son père lui avait acheté un pistolet. À l'époque, on était fan de ça, hein. J'ai vu ça, et déjà quand je l'ai vu, j'étais tout content. Et en plus, avec le pistolet, je me suis dit « Waouh !»
Et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'à ce moment-là, Abou, il dit à son père, bah, papa, il est où le pistolet de Safik? Et là, je vois, il sort mon pistolet, il me le donne. Et là, ce moment-là, c'est un truc vraiment inoubliable, tu vois. C'est à chaque fois que je pense à lui, je pense à ce moment-là. Comme je te disais, il a toujours été avec nous. C'est bien plus tard que j'ai compris que c'était mon cousin. Mais sinon, pour moi, bah, c'était mon frère, quoi. On nous interdisait de nous appeler cousins, carrément. Ils nous forçaient à dire qu'on était des frères. Ça veut dire qu'on allait... Ils habitaient au bout de la rue Saint-Maur, ils habitaient juste à côté. Et quand on descendait, on allait au square de la Roquette et tout. Mais on disait qu'on était frères. Les gens, ils ne comprenaient pas. Mais on était frères. Parce que nous, on n'avait pas le droit de dire qu'on était cousins. Sinon, on se faisait frapper. Pour pas qu'il y ait de distinction. Donc, j'ai été très, très, très proche d'eux jusqu'à aujourd'hui. En 2002, quand Abou perd son grand frère, c'était un moment difficile pour lui. Déjà, à notre âge, perdre une personne aussi proche, je pense que c'est très difficile déjà à le dire, en sachant d'où nous on vient. Bah, déjà, les émotions, c'est compliqué. Abou a fait comme si de rien n'était, mais dans ses actions, on sentait que c'était une tragédie qui l'avait marqué. Mon grand frère, j'ai partagé des moments avec lui. Il était en Côte d'Ivoire et il était censé venir. Ça veut dire qu'entre mes 10 et mes 13 ans, ma mère était en train de planifier son arrivée. C'est quelqu'un qui a pris grandement soin de moi à mes 11 ans quand j'étais tombé gravement malade au bled et que j'avais le palu. Ironie du sort, c'est lui qui l'attrapera 2 ans plus tard et il ne réussira pas à guérir de cette maladie juste l'année où il devait arriver ici en France. Et il décède quand j'ai 13 ans. 13 ans, je m'en souviens, c'est le jour où Lionel Jospin avait perdu les élections. Je ne sais pas pourquoi ce jour, il reste gravé dans ma mémoire. Je ne sais pas si c'était un 18 ou un 21 avril 2002 ou 2003. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... J'étais jeune quand même. Et à cette époque, j'allais toujours chez mes cousins et j'essayais de cacher la tristesse. Mais bon, ça ne marche pas longtemps, ça. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abou, il vivait avec son père et sa belle-mère et sa petite sœur, sa demi-sœur. Quand il rentrait de l'école, il n'était pas nourri. Il mangeait pas. Et ça, personne ne le savait. Un jour, son père, il rentre du boulot et Abou, il est constamment à côté de lui. Il regarde l'assiette de son père, il regarde l'assiette de son père. Et son père, il est étonné. Il lui dit, mais Abou, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas mangé? Et connaissant son fils, le regard, il a su qu'il y avait un problème. Mais l'expérience la plus traumatisante, on va dire, c'est... J'avais une belle-mère, mon père, il s'est remarié. Et j'avais une petite sœur, la fille de mon père et de cette dame. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait un peu de jalousie. Mais jalousie pourquoi, vu que c'est elle qui était à la place de ma mère. Et par moments, quand je rentrais de l'école, elle ne me... comment dire? Ça, c'est les trucs, si les assistantes sociales, elles auraient entendu ça, je crois qu'elles m'auraient récupéré en 2 secondes. Mais elle me maltraitait. Elle me maltraitait dans le sens où... Je le dis avec le sourire, parce que c'est dingue. Je ne ferai jamais ça à personne. Quand je rentrais de l'école, elle nourrissait ma petite sœur. Et moi, j'étais pas nourri, quoi. Mais pendant longtemps. Ce qui veut dire que le soir, je ne mangeais pas jusqu'au lendemain matin mon petit déjeuner. Et un jour, mon père, il rentre et il mange. Et je regarde son plat comme un gosse qui a la dalle. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas mangé? Je fais ça. Il comprend pas, mais il se dit, vas-y, ok. Quand je vais dormir, il me pose la question. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a?
Et mon père, il m'appelle Baba Abou. Donc il me dit Baba Abou, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'explique, je dis non, j'ai pas mangé, mais comme tout le temps quoi. Il me dit comment ça tout le temps? Je dis ben, quand je rentre, je mange pas. Tanti, elle dit que moi je dois pas manger. Il me dit et ta petite soeur elle mange? Je dis ben oui. Dès ce soir-là, elle a quitté le foyer. Je pense que dès l'enfance, il a eu un petit traumatisme par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Abou, ça fait 30, ouais, non pas 30, 25 ans que je le connais quand même. Donc ça date vraiment pas d'hier, c'est vraiment la famille. Alors lui, on était même dans la même école primaire. Après, les liens, ils se sont créés au collège. Les premiers souvenirs que j'ai l'impression que je l'ai connu toute ma vie, parce qu'on a grandi dans le même quartier. Mais vraiment, les souvenirs les plus clairs, ouais, je pense que c'était au collège. Hein, parce que déjà, je sais qu'il traînait un peu avec mon ref, il y avait des générations un peu au-dessus de moi, il y a Haroun et tout ça. Donc ouais, vraiment, à partir du collège, que j'ai mes premiers souvenirs de Debeng. Quand j'ai vu Abou, dans le quartier, j'étais pris tout de suite en petit frère. Je zozote, il zozote. On a des traits en commun, on se ressemble un peu. J'aimais bien son énergie, j'aimais bien ce qu'il dégageait. T'as vu quand les gens ils rappent en groupe, il y a toujours une ou deux stars qui ressortent. Ben, Abou Debeng, c'était pas la star de son groupe, mais par contre, c'était ma star à moi. Moi, je disais aux gens, moi, c'est pas lui, moi, c'est Abou Debeng. Pourquoi? Parce que j'aimais trop sa voix cassée, qu'il a toujours jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et il zozotait. Avant, il avait un cheveu sur la langue. Donc du coup, son rap, je sais pas, me parlait beaucoup, énormément. On avait déjà notre groupe de rap, et nous, on aimait bien initier les petits au rap. Donc voilà, on les a un peu amenés au studio. Leur première séance studio, c'était nous qui les avons introduits dedans. Ouais, section d'assaut présente. Homicide, double impact de rime. Si, c'est la relève, man. Sur ce morceau d'ambiance, il faut que tu te balances. Mets-toi en confiance, il faut que ça t'enchante. Comparé aux autres MC qui ne suivent pas le beat, moi avec mon son, je fais pencher la balance. Traqué par le képi, guetté par le guépé. Si la haine t'envahit, laisse-toi guider par tes pieds. Braqué pour les billes, craqué pour le délit. Parce que l'argent que tu as envie vaut d'avoir autant d'ennemis. Traqué par le képi. Dans la cour du collège, au sortir de la cantine, je suis parti voir Debeng, je lui ai dit mais toi, pourquoi tu rappes? Et Debeng, Hacha et Tacha, il m'a dit, je rappe pour les meufs. Et ça m'avait marqué, réellement ça m'avait marqué. Jusqu'à présent, on rigole de cette partie-là, de ce passage-là. Wesh, des body shots, ça va ou quoi? Moi-même, esprit noir négro, genre 20e. Aïe, viens, j'ai quelque chose pour toi. Il y a des atrocités ici qui se passent. Aïe, regarde qui y a. Institut, mon pote. Qui? ABOU, a.k.a. Debeng, la rafale lyricale. 9e, 19e, 11e, Belleville-Lorient. La rencontre avec Abou, c'était une dinguerie parce que c'était en bas de chez moi, donc dans mon quartier à Fougères. Et en fait, on a un ami en commun qui s'appelle Amar. Moi, je descendais et Amar nous présente. Et la première interaction, c'est Abou qui me dit « Ok, apparemment, t'es le rappeur du quartier. Moi aussi, je rappe. Fais-moi un texte. » Et donc, ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit « Mais ok, direct, tu vois, on peut faire connaissance. » Non, lui, en fait, il voulait que je rappe un texte. Qui vient de la 9e zone, etc. Donc, j'ai compris que c'était un rituel, en fait. Que dès qu'il y avait un rappeur, c'est comme dans Highlander, tu vois. Combat d'épée direct. J'ai connu Abou par l'intermédiaire d'Esprit, parce qu'on était tous souvent fourrés chez Esprit. On était pleins et ça écrivait. Il y avait des papiers partout. Je me rappelle, on passait des nuits blanches. Il arrivait en étant plus de l'école Eminem, 50. Moi, j'étais plus de l'école Dipset. Et après, là où on avait un point en commun, c'était par exemple les Lil Wayne, des artistes comme ça. Tu sentais qu'ils grandissaient dans une école qui les élevait, mais aussi qui leur mettait la pression. Même si le talent, il a toujours été là. Hein. Quelqu'un comme Dadju, même Aboutal, ils ont toujours bien rappé. D'ailleurs, c'est toujours marrant quand je réécoute Dadju rapper. Mais c'est dur, c'est trop dur. Ils ont du mérite. Les gars, ils ont du mérite.
Abou Tal et Dadju sont des passionnés, c'est des gens qui aiment la culture. Dadju a chanté, Dadju chante, Dadju sait rapper aussi. J'ai en tête le documentaire que j'ai vu il y a quelques années maintenant, Le temps passe vite, où Youssoupha était en train de l'adouber. Huissier pour te venger des moqueries de la récré. Esclave de ton propre job, t'as plus la force de te lever. Tout le monde tire la langue, c'est fou, je croirais voir Jordan au panier. Allô la terre, ici Vénus, j'abuse dans le bottage de Cavu. Fuck la bac et la carte, t'as vu, je suis plus trop dans la rue. Bah Dadju, je le rencontre dans une période où bon, moi j'étais à la fac, lui aussi il était à la fac. On s'est croisés à la Wati Boutique et il y a H Magnum qui nous a regardés et il dit toi tu rappes bien, toi tu chantes bien, vous devriez faire un groupe. Et ça s'est fait aussi facilement, aussi simplement que ça. DeBank, ça doit faire 15 ans maintenant. 15 ans qu'on se connaît bien. On se connaissait même un peu avant déjà, mais on se connaît bien, disons, depuis vraiment 15 ans. Quand j'étais en groupe avec Shinsekai, etc., il faisait partie du groupe L'Institut. L'Institut, c'était les petites sections d'assaut. Et voilà, ils avaient ce truc-là de kickage, etc. Quand on savait qu'il y avait un freestyle Skyrock, on se réunissait, on essayait de s'entraîner sur plein d'instrus différentes. Et il fallait être capable de rapper sur n'importe quel instru et adapter ton texte que tu as écrit à un certain BPM sur n'importe quel instru. Les temps, toujours à la bout de bang, la rafale dans le rap et déclenché la seconde d'une tifada comme Arafat. Check, j'ai vu des man sans check, tiré y'a peu de tchétchène, ici c'est un tchétchène, lui Esprit, lui, c'était les assonances pures, le côté deep set, New York, le style et tout. Tu vois, DeBank, c'est côté kickage pur, avec des assonances quasi parfaites à chaque fois. Et moi, j'étais beaucoup plus polyvalent. Moi, j'étais un peu plus dirty south. Donc, j'avais un flow, un peu plus fluide, différent de moins saccadé que le leur. Tu vois. Chacun arrivait avec, on va dire, ses techniques, comme dans Naruto ou dans One Piece, et fallait découper. Donc c'est un kicker de base, lui. C'est l'Institut. Il a une bonne plume, il écrit super bien jusqu'à aujourd'hui. Il s'est dit là, il faut que je gratte, il faut que je monte sur des feats, qu'on fasse du 1-1. Et voilà, 50 mesures, etc. Eux, c'est une génération à cheval. Ils sont arrivés juste après nous, Sefiu, McTayer, Nesbill, quand même, il y avait des Corias et tout. Et eux, ils sont arrivés dans une génération un peu plus fly, un peu plus mode et tout, mais éduqués par des rappeurs du rap. Je voulais laisser une trace. Il n'y avait pas que moi qui avait ce mindset. Games, etc. On avait tous le même mindset, on voulait laisser une trace. Donc on voulait une relève aussi, qui laisse cette trace-là, etc. Tu vois, on avait un mindset qui était un peu particulier. Je détiens la volonté, fait comme Uzumaki Naruto. J'escale l'honneur comme un spartiate, vivrai jusqu'au tempo. Notre assiette aussi rare à trouver que les dragons de Komodo. Bon, vas-y, là, je vais t'expliquer tout ce que je veux grosso modo. Mais le temps change, mon poids, c'est plus mêlé, une virus. Pour l'État, c'est clair, ils nous considèrent comme des virus. Scolairement, je suis pas allé loin, la rue m'a imposé sous cursus. Aïe, aïe, aïe. Il y a une chose que je savais pas à l'époque, c'est que quand je faisais mes freestyles, j'allais être dans le même état d'esprit que quand je m'apprêtais à faire des sparring ou à aller à l'entraînement. La rigueur, la détermination, la répétition, encore et encore, pour pouvoir exceller le jour J. Ouais, et je savais pas que j'allais être accro à ce truc-là. Je pense qu'on avait un plan. On avait un plan. Abou et moi, on a beaucoup parlé. Beaucoup. Des heures en marchant dans Paris, tu vois. D'un point est à un point ouest, d'un point nord à un point sud. Tu sais, Esprit, c'est celui avec qui, quand on n'avait rien, en 2008, j'ai un souvenir, on marche dans la rue. Tu connais les trucs de jeunes, tu marches de, je sais pas, de Porte de Bagnolet aux Champs-Élysées. Et on se posait des questions. Par le biais d'Esprit, je rencontre une femme. De BTS, je passe à licence. En licence, je rencontre... il y a des meufs dans ma classe. Comme DeBank, c'est mon gars, je l'invitais souvent dans mes soirées et tout. À cette époque-là, ma mère, elle partait souvent au Sénégal et tout. Donc, il était souvent chez moi. Pendant que moi, j'étais en cours, il roucoulait chez moi. Voilà. Donc, je le trouvais le matin, le soir, le lendemain, le surlendemain. Et avec cette femme en question. Et à un moment donné, c'est tendu. On s'embrouille, on se remet, on s'embrouille, on se remet.
Et un jour, elle m'appelle, puisqu'elle pouvait pas le joindre. Et elle me dit, ouais, bon, j'arrive pas à voir ton pote. Écoute, soit on se voit, peut-être t'es dans le même mood que lui, soit on se voit, soit je te le dis tout de suite au téléphone, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Donc là, je me dis, mais non. Moi, j'étais pas là quand vous... En fait, moi, j'étais pas là dans l'intimité. Pourquoi moi, je suis là dans ces problèmes-là? Pourquoi c'est moi le porteur de l'anneau? Et je lui dis, ouais, mais du coup, appelle-le. Elle me dit, non. C'est toi qui vas lui dire. Donc je suis posé, je dors, j'entends ça sonne. Je tambourine la porte, parce que j'essaie de l'appeler, il dormait. Je tambourine la porte. Il vient chez moi, il défonce la porte, je suis sous la couette, je lui ouvre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, t'es un ouf. Tac, on rigole. Enfin, je rigole, lui, il est sous stress. Et d'un coup, il sort. Je dis, mon gars, je vais pas aller par 4 chemins. Voilà. Voilà. Il y a un enfant qui va arriver. Il y a un bébé qui arrive, elle est enceinte. Je dis, un bébé qui arrive, elle est enceinte. Et après, elle m'a dit, mais c'est pas possible et tout, machin. C'est quoi? Je comprends pas et tout, machin. Et après, voilà. Mon bédi, va découvrir la vie, t'auras beaucoup d'ennuis, mais doucement, un jour tu seras grand et tu seras important, j'ai dit mon bédi. Après la naissance de mon fils, je te mens pas, il y a tout qui s'est un peu chamboulé dans ma tête. On est en 2010, il y a la section qui perce, qui veut nous faire connaître, mais en même temps je suis jeune père. Il y a mes travers un peu mes démons de la rue qui reviennent. Et là, j'ai pas forcément fait les bons choix. C'était pas ma première peine et je savais pas si ça allait être la dernière à ce moment. Mais cette peine, elle m'a grave changé. Je te mens pas, j'étais plus le même. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés pour moi. C'est-à-dire quand il est sorti, j'ai pas compris. Genre, j'avais l'impression de pas voir mon gars, en fait. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Il y a des choses, des côtés obscurs qu'on n'a jamais vus. Je me dis, mais comment Abou il peut aller en prison? Quand il est sorti de prison en 2013, il est venu habiter chez moi parce que voilà, il avait ses soucis perso. De même, il a vécu beaucoup de choses, beaucoup de déceptions, beaucoup de guerres. Et s'il prend, en tout cas, la direction que j'entrevois, je vais pas pouvoir le suivre. Si on m'avait dit qu'à 36 ans je serais multimillionnaire, chef d'entreprise, je t'aurais dit t'as fumé de l'herbe à 20 ans. Ma seule entreprise c'est mon terrain. Celui où les keufs veulent nous tacler chaque lendemain. Esprit noir qui m'attendait à chaque sortie de placard. La section qui me disait à bout t'as un talent à part. Je croyais en rien, que en ce que j'avais entre les mains. La blanche, la verte, j'ai coloré mon chemin. Les garbes, les tas de pas, les caches bras, les caches plats. Quand tu crois t'envoler, tu te craches et le cache part. Peut-être que le bonheur est caché quelque part. Avec mes potes d'enfance, on s'est tapé quelques barres. Je pensais que la tôle c'était une valeur ajoutée. Mon voisin d'immeuble devient le voisin de la cellule d'à côté.